Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, celui de l'économie. Paradoxalement, c'est un sujet sur lequel je peux parler avec plus de légèreté que celui des relations amoureuses. Et cette idée de sujet m'est venue en prenant connaissance, en tombant par hasard sur l'idée du sophisme de la vitre cassée, qui m'a fait beaucoup réfléchir au coût invisible de la destruction dans l'économie. Donc je vais citer ce sophisme et ensuite détailler ses différentes applications et pourquoi je trouve qu'il est intéressant. Cette idée nous vient de l'économiste français Frédéric Bastiat dans son essai Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas qu'il a publié en 1850. Et ça tend à démontrer la notion du coût d'opportunité et de coût caché dans toute décision économique. Dans son essai, le sophisme se présente comme tel. Donc, il s'agit d'un enfant qui, en jouant avec un ballon, casse une vitre, casse un carreau de vitre, et la réaction des passants est à quelque chose, malheur est bon. De tels accidents font aller l'industrie. Il faut que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers si l'on ne cassait jamais de vitre? Et l'idée, c'est que voilà, un enfant qui casserait accidentellement une vitre créerait de l'économie d'une certaine façon, ferait tourner l'économie, puisque il alimenterait, le travail des vitriers qui vont réparer la vitre ou plutôt en créer une nouvelle. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit là d'un sophisme puisque ce qu'explique, Frédéric Bastiat, c'est que le coût de réparation de la vitre, qui va être, donc investi, sûrement par les parents de cet enfant qui l'a cassé, ce sera de l'argent qu'ils auront dépensé dans cette réparation de la destruction, qu'ils n'investiront pas ailleurs, qu'ils auraient pu acheter par exemple, qu'ils auraient pu utiliser pour acheter, une paire de baskets, pour leur enfant. Et ce qui aurait à la fois, donné du travail, aux cordonniers, et aurait fait tourner, l'industrie des cordonniers et on aurait eu à la fois la vitre, qui n'aurait pas été cassée. Donc en fait, on aurait, en termes de valeur pure, dans la société, on aurait eu plus de valeur puisqu'on aurait eu, des chaussures en plus, financées par cet argent et une vitre, toujours en état. Et l'objectif de Frédéric Bastiat, c'est vraiment de nous faire réfléchir à, au coût caché, c'est-à-dire au coût d'une opportunité manquée d'une certaine façon. C'est-à-dire que de l'argent qui va être investi dans une réparation, c'est de l'argent qui n'est pas investi ailleurs. Et en fait, c'est vraiment une des puissantes puisque elle s'étend à beaucoup de domaines, notamment la critique d'indicateurs économiques tels que le PIB, surtout dans les cas d'économie de guerre, comme on peut voir en ce moment par exemple dans les pays comme la Russie qui mène son opération, plutôt son invasion sur l'Ukraine. On dit que l'économie russe tourne très bien puisque ces indicateurs comme le PIB sont en augmentation et on pourrait se laisser à penser que finalement, une économie de guerre, c'est une économie saine, qui va vite. Mais on réfléchit pas vraiment au coût d'opportunité manquée, c'est-à-dire l'argent que la Russie, dans mon exemple, va investir, au profit de la guerre, à la place de quelque chose d'autre, comme le développement, technologique par exemple, ou le développement de la médecine ou autre, ou de son industrie. Heu et en fait, il faut vraiment voir la guerre comme une extension de cette idée de la vitre brisée, puisque la guerre, c'est quoi si ce n'est, de la destruction constante? C'est-à-dire qu'on va avoir une industrie effectivement qui va tourner, fabriquer des missiles, fabriquer, je sais pas, des chars, des armes à feu et cetera. Mais à terme, tout ce qui a été fabriqué par, cette industrie de guerre, tend à être détruit. Notamment, aujourd'hui, on a un développement des guerres, aériennes ou plutôt voilà, des missiles et des drones dans les guerres modernes. Et tout ça, c'est littéralement quelque chose de pas réutilisable. C'est-à-dire qu'un drone kamikaze qui explose, alors j'ai pas l'idée du coût de fabrication d'un drone, mais ça doit être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand on parle de missiles, pareil. Hem et voilà, à chaque fois que quelque chose est détruit, dans les guerres modernes, finalement, c'est juste une industrie qui aura tourné dans le vide puisqu'elle aurait pu, profiter, ailleurs. Je fais d'ailleurs un aparté sur la guerre parce que c'est un sujet intéressant parce que puis, au final, dans les guerres modernes, ce qu'on observe, c'est que même les guerres avec des champs de bataille, des soldats mobilisés et cetera. C'est plus tant des guerres totales comme on pouvait avoir avant avec toute l'armée d'un pays qui serait mobilisée ou tous les jeunes en âge de se battre et cetera, mais plutôt des guerres, économiques, sur la durabilité,
des économies des pays. Puisqu'en fait, comme j'ai dit, on fait plus recours aux drones, aux missiles et l'idée, des guerres, aujourd'hui, c'est des guerres à grande échelle, c'est de voir, quel État est celui qui va soutenir le plus longtemps cette, économie de guerre, cette dynamique de guerre, en ayant, bah, du coup, assez de réserves économiques derrière et une économie assez forte pour financer sa guerre et pour financer tout ce qui va finir par être détruit au final, sur le champ de bataille. Voilà, pour revenir à l'idée de ce sophisme de la vitre cassée, ce que Bastia dit, c'est que effectivement, même si cette vitre cassée va donner à court terme du travail au vitrier, il s'agit quand même de destruction et donc la première vitre qui a été cassée, c'est de la valeur qui sort inutilement de la société. Et il résume tout ça par l'idée que la destruction n'est jamais profit. Ce que fait Bastia finalement, c'est qu'il dénonce cette vision très courante, cette conception solipsiste de l'économie. Donc le solipsisme, c'est cette idée que n'existe que ce que l'on peut voir. Et donc dans l'économie, effectivement, c'est beaucoup plus simple de voir la valeur, ou plutôt le travail d'un vitrier, que de voir tout l'argent qui a disparu, qui n'a pas été investi, ce coût d'opportunité dont on parlait, qui a disparu de l'économie sans qu'on voit vraiment son impact réel, malgré le fait qu'il est bien présent. Et cette idée est vraiment intéressante pour moi parce qu'elle a été étendue à la critique de plusieurs domaines différents. Un des premiers qu'on observe, c'est que cette idée a été étendue pour la critique de l'interventionnisme de l'État, puisque finalement l'argent public qui est utilisé par l'État pour financer diverses choses, c'est pas de l'argent que l'État a produit à aucun moment, mais plutôt de l'argent que l'État a imposé, a ponctionné à la société, à tous les travailleurs qui ont produit de la valeur de par leur travail. Et l'État, en fait, en s'arrogeant le droit de prendre cet argent, en prenant cet argent et en investissant dans d'autres domaines, fait ce qu'on appelle de l'interventionnisme. Donc, il dirige l'économie dans des secteurs qui lui semblent légitimes. Et tout ça, en fait, c'est un coût caché, puisque si l'État impose de l'argent et décide de l'utiliser pour investir dans certains domaines, subventionner, je ne sais pas, des aides spécifiques, etc., finalement, c'est de l'argent qui a disparu de l'économie, qui aurait pu être utilisé pour d'autres choses. Et pour être honnête, j'ai entendu parler pour la première fois de ce sophisme de la vie cassée dans les commentaires d'une publication qui parlait du remboursement des cures thermales par l'État, puisque ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'État rembourse à hauteur de peut-être 50% les cures thermales pour les personnes âgées. Et il faudra que je vérifie cette information. Et l'idée, c'est que les cures thermales, bon, c'est sûrement quelque chose d'efficace, mais en fait, c'est légitimé par l'État comme un soin. Donc, c'est la sécurité sociale qui couvre ça. Et en fait, l'article critiquait justement ça, le fait que l'État couvre les cures thermales, parce que on peut voir ça un peu comme de la paramédecine, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la médecine pure, mais plutôt des traitements alternatifs. Et d'aucuns considèrent que l'État n'a pas à rembourser ce type de médecine qui n'est pas scientifiquement prouvé, comme l'homéopathie, etc. Et quelqu'un, du coup, en commentaire de cette publication, disait oui, mais il y a des villes françaises qui vivent, plutôt des villages, qui vivent entièrement des cures thermales, qui vivent de gens qui viennent faire leur cure thermale dans ces villes de montagne. Et si vous retirez ces aides, si on arrête de rembourser les cures thermales, ça va détruire de l'emploi pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine. Et, et donc quelqu'un répondait à cette personne, justement, avec ce sophisme de la vie de cassé, qui disait, bah non, parce que finalement, l'argent que perçoivent ces gens des cures thermales, c'est de l'argent qui provient des aides, mais cet argent qui provient des aides, c'est de l'argent public, donc qui n'existe pas vraiment par création de valeur, c'est de l'argent qui a été imposé. Et donc c'est quelque chose qui aurait pu être utilisé pour autre chose par l'ensemble de la population qui a payé des impôts. Peut-être qu'ils auraient financé d'autres domaines, peut-être qu'ils auraient consommé quelque chose d'autre, des vêtements, je ne sais pas.
Peut-être qu'il saurait aussi, aller faire des cures thermales puisque finalement, si ça marche vraiment et que c'est vraiment quelque chose, que les gens, qui intéresse les gens, ils ont pas besoin que ce soit quelque chose de promu ou plutôt de financé, via des aides par l'État pour, le consommer. Et donc, voilà, on peut étendre, cet exemple à beaucoup de domaines où intervient l'État, puisque quand l'État décide de, par exemple, subventionner la culture, c'est un choix, c'est-à-dire qu'il décide de choisir pour le peuple, ce dont le peuple, a besoin ou plutôt ce dans quoi le peuple doit dépenser son argent et donc le peuple, au lieu de financer la culture en allant, acheter via son argent, des billets de cinéma, des livres et cetera, c'est l'État qui va choisir en intervenant, qu'est-ce qu'il faut subventionner et finalement on peut voir ça comme, voilà, une critique totale de l'interventionnisme puisque tous les domaines où intervient l'État, où l'État subventionne, ou paye des salaires et cetera, au final, ce sont des domaines, qui sont là au profit d'autres domaines qui auraient existé de toute façon, puisque les gens vont quand même dépenser leur argent et leur économie va quand même tourner. C'est pas si simple que si, les gens étaient, moins imposés, leur argent, ils l'utiliseraient seulement, pour le stocker dans des coffres. Et c'est plutôt l'inverse en fait. On remarque que quand les gens ont plus d'argent, ils dépensent juste plus d'argent, ce qui fait tourner plus l'économie, mais effectivement, ça laisse plus au choix du marché qui peut être aussi critiqué, hein. Qu'est-ce qui va être consommé. Moi, je pense personnellement qu'il faut émettre certaines limites à cette critique d'interventionnisme de l'État. Il y a des domaines qui historiquement fonctionnent plutôt bien quand ils sont publics, notamment l'énergie. Bon, c'est tout un sujet et c'est débattable, mais historiquement, il y a des domaines où l'État performe mieux que le marché et le marché n'est pas la solution pour tout en soi. Mais bon, là, c'est plus un sujet sur le libéralisme, donc je ne veux pas trop m'enfoncer dedans, mais pour dire que je pense faut mettre des limites dans la critique de l'interventionnisme de l'État. Peut-être qu'en France, on est arrivé à un niveau assez élevé où on se met à rembourser des choses qui sont même pas de la médecine prouvée. Donc on a l'impression que l'État va un peu subventionner un peu tout au détriment des individus qui payent l'impôt qui auraient pu décider de eux-mêmes choisir ce dans quoi ils auraient voulu consommer et placer leur argent. Et un des deuxièmes domaines qui peut être critiqué via ce sophisme de la vie de cassé, c'est celui de l'obsolescence programmée, puisqu'il ne vous aura pas échappé que beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours tombent en panne très facilement. Et effectivement, c'est quelque chose de prouvé, hein. Il y a de l'obsolescence programmée dans beaucoup de produits électroménagers, même dans les produits, tout ce qui est numérique, c'est-à-dire ordinateur, téléphone. C'est pas si simple que ça. C'est pas programmé littéralement, mais par exemple, pour le cas des smartphones, je me souviens très bien de l'apparition des smartphones vers 2007-2008. Parce que j'avais un ami à mes parents, ingénieur, qui avait acheté le HTC Dream, qui était le premier téléphone sous Android, et qui était tout content de cette révolution qui arrivait en montrant à mes parents des fonctionnalités comme Google Maps, etc. à l'époque. Et en fait, je me souviens que ce mec était assez avant-gardiste, puisqu'au final, 2 ans après, tout le monde avait un smartphone en France. C'est quelque chose qui s'est développé de façon exponentielle. Quasiment aujourd'hui, presque 100% de la population en France a un smartphone. Et en fait, on remarque que dans ces produits-là, il y a une forte obsolescence programmée, malgré le fait que ce soit pas aussi simple. C'est-à-dire que c'est pas Apple ou Google qui vont implémenter dans le code des téléphones l'obsolescence. Ils vont pas arrêter de fonctionner d'un coup. Mais c'est plus l'idée que comme on a un développement économique fort, qui se traduit du coup par un développement de tout qui est rapide, du numérique, des capacités des processeurs et des mémoires, etc., des composants de ces produits, ordinateurs, smartphones, etc., les exigences pour faire tourner un site web, une application, etc., sont tout le temps revues à la hausse, ce qui fait qu'un produit va être très vite obsolète. Et c'est le cas par exemple des smartphones où en fait un très bon smartphone très haut de gamme va peut-être tenir la route pendant 5 ans, peut-être moins, peut-être que dans le cas des iPhones, peut-être qu'au bout de 4 ans, ça commence déjà à être compliqué. Et en fait, tout ça, c'est c'est bien à court terme pour les entreprises qui produisent ces produits obsolètes. Par exemple, les entreprises de smartphones, ça va créer plus de consommation, c'est-à-dire que les consommateurs n'auront pas d'autre choix s'ils veulent continuer à bien utiliser leur smartphone que bah, à en changer.
Mais tout ça, ça a aussi un coût caché, puisque finalement, l'argent que vont dépenser les gens dans l'achat de smartphones toutes les X années, c'est de l'argent qu'ils vont pas investir dans autre chose, qu'ils auraient pu investir, je sais pas, dans un projet immobilier pour financer le développement d'un d'un produit, enfin plutôt d'un parc immobilier. Alors oui, c'est ridicule de comparer le coût d'un smartphone avec le développement d'immobilier, mais c'est pour parler du fait que toutes ces petites choses qu'on se met à remplacer parce que l'obsolescence programmée, tout ça, ça a un coût au final annualisé si on additionne tout. Et si on étend ça à l'échelle de toute la population, bah, en fait, il y a énormément d'argent qui part dans des entreprises qui, à court terme, vont faire un profit via l'obsolescence programmée, mais c'est de l'argent ça ne fait pas tourner l'économie pour autant. C'est juste de l'argent qui va sortir, qui est littéralement comme de la destruction, quoi. C'est-à-dire que c'est le remplacement d'un produit alors qu'on aurait pu le faire durer plus longtemps s'il avait été conçu pour ça. Et cet argent qui va disparaître pour financer le remplacement d'un produit, bah, c'est de l'argent qu'on ne va pas utiliser pour tous les domaines de développement qui pourraient être plus intéressants pour la société. Et vous voyez pourquoi je trouve que ce sophisme est vraiment intéressant parce qu'il s'étend, là j'ai donné deux exemples de critiques où on peut étendre ce sophisme. Et l'une est une critique de l'interventionnisme de l'État, donc plutôt du socialisme, etc. Tandis que l'autre est une critique de l'obsolescence programmée, qui est quelque chose de très présent dans le modèle capitaliste où les entreprises aujourd'hui doivent faire une performance à court terme pour avoir de la croissance et donc doivent trouver des moyens de stimuler cette croissance en favorisant la consommation et la reconsommation de produits, etc. Et enfin, Bastia utilise ce raisonnement pour critiquer les restrictions sur le libre-échange, puisqu'il considère que les restrictions sur le libre-échange sont une destruction partielle. Il considère que la restriction est une destruction. Pourquoi? Bah, en fait, ce qu'il explique serait plus simple via un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on remarque que sous Trump, les États-Unis cherchent à se réindustrialiser et donc à se retourner sur un marché plus interne, à la production de un peu tout comme le faisaient les États-Unis au début du XXe siècle aux États-Unis pour se reconcentrer sur l'exportation. Et ça passe par plusieurs facteurs, notamment la réduction du coût du dollar pour que le dollar soit plus faible, ce qui permet, donc un pays avec une monnaie faible, c'est un pays qui aura plus de facilité à exporter, mais qui aura plus de difficultés à importer, évidemment. Ce qu'on voit avec la Chine, par exemple. La Chine, c'est un pays qui exporte beaucoup dans toute la planète et qui a besoin de la planète pour être consommateur de ses produits, de ce que la Chine produit. Mais par contre, ce dont elle a besoin, elle le produit beaucoup localement. Et c'est l'idée, c'est ce modèle que les États-Unis veulent suivre aujourd'hui. Et finalement, c'est un modèle très libre-échange, mais pour qu'il y ait des acheteurs, il faut aussi qu'il y ait des vendeurs et vice-versa. Donc pour que les États-Unis ou la Chine puissent exporter leurs produits, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Et ce que fait Trump, donc une des grosses armes qu'il utilise pour re-industrialiser les États-Unis, c'est d'utiliser les droits de douane, les tarifs en anglais. Et cette idée, c'est voilà, de mettre des droits sur l'importation de produits extérieurs pour favoriser la consommation intérieure. C'est-à-dire que si on dit aux entreprises américaines que importer des produits manufacturés à l'étranger va maintenant coûter 200% leur prix initial ou leur ancien prix, bah, ces entreprises vont peut-être se tourner vers des alternatives locales américaines, puisque ça va peut-être coûter moins cher que d'aller importer à l'étranger. Sauf que tout ça, ça a un coût. Bon, déjà, en dehors du fait que ce soit pas si simple de réindustrialiser un pays vite, puisqu'il faut créer des usines, former des gens pour travailler dans ces usines, créer de l'emploi. Des fois, il va falloir créer des machines qui elles-mêmes nécessitent de créer des usines pour créer ces machines-là. Donc, vous imaginez toute la mise en place, toute la pyramide de choses qu'il faut pour produire des smartphones, par exemple, sur le sol américain. Il faudrait créer des usines à fabriquer des machines qui fabriquent des smartphones. Donc, ce serait vraiment, c'est vraiment un processus laborieux qui se fait sur des années, des dizaines d'années, etc. Euh, mais
Donc cette, idée de réindustrialiser, c'est pas forcément, un graal en soi puisque, les entreprises américaines qui vont du coup devoir avoir recours à des produits américains vont donc dépenser plus d'argent parce que l'Amérique est un pays développé. Donc, pour avoir des produits manufacturés qu'elles vont réutiliser, dans leurs propres produits et dans leurs usines, américain, il va falloir qu'elle dépense plus d'argent. Et cet argent, ça va forcément se répercuter dans le coût du consommateur final. C'est-à-dire que, par exemple, si on fabrique des iPhones américains en Amérique, made in USA de A à Z, ça aura un coût puisque tout va augmenter dans toute la chaîne de production. Et ça va se répercuter, soit dans la marge, de l'entreprise qui du coup va pouvoir investir moins dans l'innovation et donc ça aura aussi un coût, bah, pour, le pays, les États-Unis dans ce cas-là. Soit dans le coût final pour le consommateur qui, au lieu de dépenser de l'argent, dans, autre chose, qui aurait pu être américain, il va le dépenser, dans un même produit. Donc dans le cas de l'iPhone, au lieu qu'un Américain achète peut-être un smartphone à, 1 000 qui aurait été fabriqué en Chine, il va peut-être devoir dépenser 2 000 ou 3 000 pour fabriquer, une version, pour acheter une version fabriquée aux États-Unis. Mais donc ces 2 000 ou 1 000 ou 2 000 utilisés en plus, c'est de l'argent que cet Américain n'aura pas utilisé par exemple dans la consommation de nourriture locale, de vêtements locaux ou ce genre de choses. Euh, donc en fait, c'est assez subtil, cette idée de libre-échange, parce qu'il y a rien qui prouve que, cet Américain aurait forcément, acheté ou consommé quelque chose de local avec l'argent qu'il aurait économisé. C'est ça qui est compliqué à comprendre avec le libre-échange, c'est qu'il mmh, c'est nécessaire, pour tous les pays parce que les pays, une fois développés, n'ont pas forcément cette envie d'avoir, des métiers très, très peu qualifiés qui produisent très peu de valeur comme, je sais pas, par exemple, fabriquer des chaussettes. Je suis pas sûr que le saint graal, pour, un pays développé, c'est d'avoir des usines de chaussettes. Mais pourtant, c'est ce que la réindustrialisation produit. Donc, forcément, ça peut être critiqué et c'est pour ça que le libre-échange, c'est un sujet qui est souvent brandi par, les personnes qui ont une conception plus, locale, de l'économie, qui pensent que le localisme serait la solution, à beaucoup de maux du monde dans le capitalisme, le libre-échange. Mais, le libre-échange est aussi d'une certaine façon nécessaire pour les pays développés. Mais en même temps, trop de libre-échange fait que, la balance commerciale d'un pays sera complètement déficitaire, puisque dans le cas des États-Unis, les Américains achètent beaucoup plus de produits faits à l'étranger que les étrangers achètent, des produits faits, en Amérique. Mais cela vient aussi du fait que les États-Unis sont le plus gros, créateur exportateur de services au monde et que ça, c'est pas forcément pris en compte dans le calcul de la balance, du déficit commercial, parce qu'on parle plus de produits manufacturés que de services, ce qui rend, l'analyse plus complexe. Parce que finalement, un pays développé, a peut-être beaucoup plus de valeur dans la création de services, qu'il va exporter dans le monde, parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui au monde, c'est pas les produits manufacturés, ce sont les services. Et peut-être que la finalité d'un pays développé, c'est pas d'exporter des produits manufacturés, mais des services. Mais tout ça, c'est un sujet très compliqué. Et ce qui est intéressant dans l'économie, c'est qu'il existe plein de visions parallèles qui se recoupent des fois, mais qui sont des visions souvent antithétiques. Et donc il y a plusieurs vraiment conceptions de l'économie, plus sur le libre marché ou plus sur le localisme, etc., qui peuvent toutes faire du sens avec la bonne explication. Et ça que je trouve passionnant avec l'économie, c'est qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait s'y attendre, d'une science dure et complètement vérifiable, tangible comme, je sais pas, les mathématiques, ou la physique. Mais il s'agit de quelque chose de finalement, d'une science sociale plus, parce que, l'économie est régie par, beaucoup de facteurs humains et beaucoup de biais, cognitifs humains et de conception. Et ça a finalement, une vision, très, fluide, une définition très fluide de l'économie. C'est pour ça que même si on parle de chiffres, même si on parle, à la fin de calculs comptables et cetera et qu'il y a des maths derrière, pour moi, c'est un sujet, qui est beaucoup plus philosophique et sociétal et sociologique que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que je pense continuer à parler de ces sujets d'économie parce que je trouve qu'une fois qu'on s'y intéresse,
on s'ouvre à en fait, plusieurs mondes, avec, énormément de perceptions différentes, avec des penseurs, vraiment brillants, des nouvelles idées qui arrivent tout le temps et en même temps des idées économiques, là dans le cas du sophisme dont je parle, c'est quand même ça vient quand même d'un essai publié en 1850, donc le monde avait rien à voir quoi. C'était, avant les guerres mondiales et cetera, enfin avant tout le développement technologique et pourtant, c'est un sujet qui fait toujours sens aujourd'hui, qui fait toujours du sens aujourd'hui et c'est le cas de beaucoup de sujets économiques, parce que finalement les grands penseurs de l'économie ou les gens qu'on ressort beaucoup, Adam Smith, Marx et cetera, c'est des gens qui ont vécu dans des siècles précédents, mais qui ont toujours un impact, aujourd'hui dans nos vies et voilà, c'est pour ça que je pense que je vais faire plus de sujets comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai réussi à retranscrire de façon assez, intelligible, ce sophisme de la vie de Cassé, de Frédéric Bastiat et pourquoi je pense qu'il est intéressant et voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous.